Ok, on va arrêter de niaiser, là. Ton père, il a acheté sa maison à 24 ans avec un salaire d'ouvrier. Toi, à 22 ans, tu partages un appart avec deux colocs, puis tu manges des pâtes 3 soirs par semaine. Puis c'est pas parce que t'as mal travaillé, c'est parce que le système il a été conçu pour eux, puis pas pour toi. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on t'a convaincu que c'est ta faute. Parce que ce qui s'est passé entre la génération de tes parents et la tienne, c'est pas une mauvaise passe économique, c'est le plus grand transfert de richesse intergénérationnelle de l'histoire moderne. Et il s'est fait en silence, pendant que toi, t'essayes juste de survivre. Commence par comprendre dans quel monde les baby boomers y ont grandi économiquement. De 1945 à 1975, l'Occident y a connu quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. C'était 30 ans de croissance économique. On appelle ça les 30 glorieuses. La production industrielle explosait, les salaires augmentaient chaque année, et pas juste un peu. Les salaires réels, ça veut dire après inflation, ils montaient constamment. Ce que ça voulait dire concrètement, c'est qu'un travailleur d'usine, sans diplôme universitaire, pouvait se payer une maison, une voiture, des vacances en famille, mettre ses enfants dans des bonnes écoles avec un seul salaire, juste un. Quand les boomers ont commencé à travailler dans les années 60-70, l'inflation existait, puis même des fois était forte. Mais les conventions collectives puis la dynamique du marché faisaient en sorte que les salaires suivaient. Tu travaillais dur, t'étais récompensé. Le contrat social y fonctionnait. Maintenant, regarde la réalité. La Gen Z entre dans la vie adulte avec des salaires qui stagnent en termes réels depuis des décennies. L'inflation, elle a accéléré, l'alimentation, l'énergie, les assurances, le transport, tout augmente plus vite que ce que tu gagnes. Et c'est pas une question de manque d'ambition. Les jeunes d'aujourd'hui sont les plus diplômés de toute l'histoire. Jamais autant de monde a fait des études post-secondaires. Et pourtant, le pouvoir d'achat d'un jeune diplômé de 2024 est inférieur à celui d'un travailleur sans diplôme en 1975. Tu peux avoir un bac, une maîtrise, 10 ans d'expérience et gagner moins en termes de ce que cet argent peut vraiment acheter que quelqu'un qui sortait du secondaire et allait travailler à l'usine dans les années 70. Puis le discours qu'on entend encore, c'est « Ah, les jeunes, ils dépensent trop. Ils achètent des cafés à 5 au lieu d'économiser. » Comme si le problème, c'était ton latte du matin et pas le fait que le loyer moyen d'un 3,5 au centre-ville de Montréal il a augmenté de plus de 50% en à peine 10 ans. C'est pas un problème de discipline personnelle, c'est un problème de structure économique. Si l'économie générale, c'est une injustice, l'immobilier, lui, c'est un scandale. Dans les années 70, une maison moyenne en Amérique du Nord coûtait environ 3 à 4 fois le salaire moyen annuel. Un jeune couple au début de la vingtaine pouvait acheter une propriété avec une mise de fonds raisonnable et rembourser son hypothèque en travaillant normalement. Le taux d'intérêt y était parfois élevé, oui, mais le montant emprunté y était tellement bas que ça restait gérable. Ensuite, quelque chose s'est passé. Les villes ont grandi, la spéculation immobilière a explosé, les politiques fiscales y ont favorisé la propriété, les investisseurs institutionnels et individuels ont commencé à acheter des logements non pas pour y habiter, mais comme actifs financiers. Et la valeur des propriétés a multiplié par 10, par 20, par 30 dans certaines villes. Les boomers qui avaient acheté, ils n'ont rien fait pour ça. Ils ont juste habité dans leur maison et ils se sont réveillés millionnaires. Pas à cause de leur travail, mais à cause d'une inflation de la valeur des actifs qu'ils possédaient déjà. Au Québec aujourd'hui, une maison moyenne dans la grande région de Montréal coûte entre 8 et 12 fois le salaire annuel moyen. 12 fois. C'est pas un ratio, c'est un mur. Pour accumuler la mise de fonds minimale, un jeune doit économiser pendant des années. Mais pendant ces années-là, il paye un loyer qui, lui aussi, a explosé. Et ce loyer empêche précisément d'économiser assez vite pour rattraper la hausse des prix. C'est un piège mathématique, pas une question de paresse. Et le plus cruel dans cette histoire, c'est que même les boomers qui ont bénéficié de cette explosion des prix, ils se plaignent souvent que les jeunes n'ont même pas la même éthique de travail qu'eux. Ils ont gagné à la loterie immobilière et ils appellent ça du mérite. Et leur enfant qui travaille 50 heures par semaine puis qui peut toujours pas s'acheter une propriété décente, on lui dit qu'il a juste à faire plus d'efforts. C'est intellectuellement malhonnête. La propriété immobilière dans leur génération, c'était un outil pour bâtir une vie stable. Dans la nôtre, c'est devenu le symbole le plus concret de l'inégalité entre les générations. Ceux qui possèdent voient leur patrimoine croître sans effort. Ceux qui louent, ils voient leur argent s'évaporer chaque mois sans construire quoi que ce soit. La génération Z est en train de devenir la génération locataire permanente. Et pas par choix, mais par impossibilité structurelle. Là, on va parler du travail, parce que là aussi, les règles du jeu ont changé entre les deux générations et personne ne le dit clairement. Dans les années 60, 70, 80, un emploi stable, c'était une promesse de vie entière. T'entrais dans une entreprise avec un diplôme du secondaire, parfois même t'en avais pas, et tu t'attendais à y rester. Puis l'entreprise, elle s'engageait vers toi.
avec par exemple des fonds de pension à prestations déterminées. Ce que ça signifie, c'est qu'après 35 ans de loyauté, dans le fond que tu restes avec cette compagnie, tu recevais un revenu garanti jusqu'à ta mort. Peu importe les marchés, peu importe ce qui se passait, l'entreprise te couvrait. Ça, c'était le deal. Tu travailles fort, tu restes fidèle, puis on prend soin de toi jusqu'à la fin. Mais ce deal-là, il n'existe plus. Les fonds de pension à prestations déterminées ils ont pratiquement disparu du secteur privé et ont été remplacés par des REER. Ce qui veut dire que tu portes toi-même le risque de l'investissement. Si les marchés s'effondrent 3 ans avant ta retraite, c'est ton problème. L'entreprise est protégée. Et ça, c'est pour ceux qui ont encore un emploi permanent. La Gen Z est la génération la plus diplômée de l'histoire, mais un diplôme universitaire, c'est plus une garantie de quoi que ce soit. C'était l'étiquette d'entrée vers la classe moyenne pour les générations précédentes. Aujourd'hui, c'est souvent juste l'étiquette d'entrée pour aller dans le processus de recrutement, avec en plus des dettes étudiantes qui vont jusqu'à des dizaines de milliers de dollars. Puis pour survivre dans ce marché, pour avancer, tu peux plus juste compter sur la loyauté à long terme. La stratégie rationnelle aujourd'hui, c'est changer d'emploi tous les 2 ou 3 ans. Si tu restes dans la même compagnie trop longtemps, tu vas juste finir par te faire exploiter. Puis en plus, il y a l'intelligence artificielle qui commence à automatiser des tâches qui étaient considérées comme intellectuellement protégées il y a comme 5 ans. Fait que pour avoir un filet de sécurité, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans ce qu'on appelle les side hustles. C'est avoir une deuxième job, c'est avoir de construire une petite business sur le côté. Ça peut être de la revente, du freelance, mais pas parce qu'ils sont des entrepreneurs. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis les boomers, ils appellent ça le manque de discipline. Moi, j'appelle ça de l'adaptation dans un système qui a justement été détruit par les boomers. Les boomers, ils ont grandi dans une époque d'insouciance collective. Les ressources, ils semblaient illimitées. La croissance économique était à fond, le système de santé publique était neuf, il était solide, il était bien financé. Ils avaient un sentiment que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Puis ils ont consommé en conséquence. Ils ont construit des économies entières basées sur la consommation de masse, l'énergie pas chère, la croissance sans limite. Puis quand les économistes ou des scientifiques ont dit « Hey, réveillez-vous, ça va pas fonctionner comme ça pendant des centaines d'années », ben la réponse politique, c'était tout le temps la même. C'était de repousser le problème. Ne pas gérer la crise aujourd'hui, laisser ça à plus tard. Puis plus tard, c'est maintenant. Puis c'est nous qui gérons ça. La Gen Z hérite d'une planète en crise climatique. Puis ça, c'est pas une opinion politique, c'est un consensus scientifique. Les événements extrêmes, ils se multiplient, les coûts économiques associés augmentent chaque décennie et on demande aux jeunes d'aujourd'hui de réduire leur empreinte carbone, de changer leur comportement, de se sacrifier pour des objectifs climatiques, pendant que des industries qui ont passé des décennies à faire du lobbying contre toute régulation continuent leur activité. Les systèmes de santé, eux, sont sur le point d'exploser. Pas parce que les travailleurs de la santé sont mauvais, mais parce qu'ils sont sous-financés, ils font face à une population vieillissante, puis cette population vieillissante, c'est en grande majorité les boomers. Ce que ça signifie concrètement, c'est que les jeunes, ils payent des impôts pour financer des services de santé auxquels ils ont souvent pas accès. Des listes d'attente de 2 ans, des médecins de famille introuvables, puis ils vont encore plus financer ce système-là durant les 20 prochaines années. Puis le régime de retraite publique, au Québec comme dans plein d'autres pays, il est structurellement financé par des générations actives qui ont un travail aujourd'hui pour payer les retraités d'aujourd'hui. C'est un système pyramidal. Les jeunes d'aujourd'hui financent la retraite des boomers en espérant qu'une génération future va les financer à leur tour. Mais le ratio de jeunes et de vieux, il se détériore. Il y a de moins en moins de travailleurs pour chaque retraité. Fait que combine tout ça. Le coût de la vie qui explose, l'immobilier inaccessible, les emplois introuvables, les dettes étudiantes, le financement des retraites d'une génération qui est beaucoup plus nombreuse, en plus, la crise climatique à gérer, fait qu'est-ce que après c'est anormal de voir que la Gen Z est anxieuse? Quand tu travailles fort, que tu joues selon les règles et que tu te rends compte que les règles y ont changé au cours de route puis que personne t'a prévenu, voir ça de tes propres yeux, c'est pas comme si t'étais négatif, c'est juste de la lucidité, de la perspicacité. Ce que je viens de décrire aujourd'hui, c'est pas de la haine intergénérationnelle. Les boomers, de façon individuelle, c'est pas des monstres. Il y en a beaucoup qui ont travaillé vraiment fort. Il y en a beaucoup qui aiment leurs enfants et leurs petits-enfants, même que la plupart, ils n'ont pas choisi consciemment d'avantager leur propre génération au détriment des autres, mais les structures économiques, politiques et sociales, ils ont été construites pendant cette période-là. Puis, ce système-là, il a favorisé ceux qui possédaient des actifs, ceux qui étaient déjà établis, puis ils ont fait ça en conséquence. Fait que les gens qui ont construit le monde à cette période-là, ils l'ont construit pour eux. C'est un problème collectif. Fait que je veux juste te dire que si tu galères encore financièrement, malgré tes efforts, c'est pas parce que t'es nul. C'est juste parce que le terrain de jeu, il est pas fait pour toi.
Fait que tu peux pas comparer, par exemple, avec eux, ils étaient où à 25 ans, avec toi, t'es où à 25 ans. Ça sera pas la même chose. Puis t'es pas obligé d'écouter les personnes qui te disent tout le temps « Oui, tu dépenses trop, tu manques de discipline, tu fais pas assez d'efforts. » Parce que la plupart du temps, c'est juste pas vrai. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont politiques. Ça peut être des politiques fiscales qui favorisent le capital plutôt que le travail. Ça peut être des financements des systèmes publics, des règles d'immigration qui influencent le marché du travail. Ça, c'est des choix politiques, pas des lois naturelles. Des choix qu'on peut changer si assez de personnes s'organisent pour les changer. Puis je trouve que la Gen Z, elle commence justement à avoir un plus gros poids démographique, puis un meilleur pouvoir d'élection. Mais pas encore pour renverser la table tout seul, mais assez pour forcer des débats, pour changer des priorités, pour imposer des sujets qui étaient ignorés depuis des décennies. Tu sais, ça peut être du logement moins cher, du logement qui est abordable, ça peut être des fonds de pension. Il faut se pencher sur ces sujets-là pour avoir une meilleure qualité de vie pour absolument tout le monde plus tard. Puis je veux dire que l'ennemi, c'est pas les vieux. L'ennemi, c'est un système économique qui a été construit sur les profits à court terme et qui a mis les problèmes à long terme sur les plus jeunes. Ce que notre génération vit, c'est dur, c'est réel, puis c'est injuste. Mais être capable de voir c'est quoi les systèmes qui ont été mis en place, refuser les mensonges confortables, exiger mieux, c'est aussi une force. Ce braquage-là qui a été fait par cette génération, il est fait. Le mal est fait. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec? Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, t'abonner, commenter, partager. Ça va vraiment m'aider pour l'algorithme et m'encourager à faire plus de vidéos de ce genre-là.